Davina Hardy. Bonjour. Bienvenue dans l'album. Je suis très heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, on va explorer avec vous un monde qui est très présent dans notre vie quotidienne, c'est celui du développement personnel. On est à une époque où on se rend compte que finalement, recentrer sur l'humain, c'est extrêmement important. Alors, vous êtes psychologue de formation, originaire de notre région, et vous avez développé ces derniers mois, ces dernières années, un concept qui suscite évidemment ma curiosité, c'est celui de la permaculture humaine. On va vraiment largement parler dans cette émission, mais vous connaissez aussi le principe de l'album. L'idée, c'est de vous demander, et vous l'avez fait, de sélectionner des photos. Et on va cheminer au gré des photos justement pour découvrir ce concept. Et ces ateliers, ces formations, ce sont des ateliers, des formations que vous donnez en fait? Alors, c'est en projet, c'est en gestation. C'est ça. Donc, ça n'a pas encore de forme très précise, mais c'est clair qu'il y a une partie du projet qui est de développer de la transmission, de la formation, de la sensibilisation à la permaculture humaine. Alors, on va en parler. Alors, quand on a une psychologue de formation sur le plateau, c'est vraiment bien de commencer par l'enfant. Alors, parlez-moi de vous et de vous, enfant, en fait. Oui, donc moi, je suis originaire de Welkenrad. J'ai eu une enfance plutôt campagnarde, même si Welkenrad se développe aujourd'hui. C'était quand même encore bien teinté de nature, avec une certaine liberté, une possibilité avec mes deux grands frères quand même d'explorer les alentours. Aussi, mes grands-parents avaient une ferme à Moresnet, donc voilà, bien connecté quand même à la nature. Mes deux parents qu'on voit ici sur les photos étaient eux-mêmes, ont chacun encore aujourd'hui leur sensibilité. Ma maman plus vis-à-vis des animaux, mon papa vraiment en lien avec le potager et le monde végétal. Donc voilà, une enfance qui n'a pas été toute rose, hein, c'est rarement le cas. Il y a eu un divorce assez tôt dans mon enfance, des recompositions familiales qui apportent leur lot de tumulte aussi. Néanmoins, j'ai été une enfant qui a été aimée, donc ça, je pense que c'est une base absolument fondamentale. J'ai deux parents, chacun dans leur style, qui ont pu nous transmettre le goût des choses simples et des petits bonheurs simples. Et donc ça, c'est quelque chose que je cultive fortement aujourd'hui. Et on y revient beaucoup aujourd'hui dans l'air du temps, évidemment, avec le contexte, recentrer nos vies sur des choses plus fondamentales et plus simples, c'est d'actualité. Spécifiquement, votre maman, votre papa, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté de spécifique chacun? Alors, mon papa, c'est quelqu'un qui semble assez insouciant, donc il m'a transmis un certain optimisme, une joie de vivre, et alors sa vocation pour l'écologie, parce que c'est un militant de la première heure, encore aujourd'hui. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une fibre qui m'a transmise. Ma maman, elle, c'était et c'est encore le pilier. C'est celle qui était présente, c'est celle qui a éduqué, qui a accompagné. Et encore aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la porte est toujours ouverte et elle est là, quoi. Comment devient-on psychologue? C'est quoi le cheminement? Alors, on n'est pas toujours très au clair sur pourquoi on devient psychologue quand on entame des études à 18 ans, en fait. Tout ça se fait de manière un peu inconsciente. Alors, certains diront que c'est parce qu'on veut régler des problèmes du passé, peut-être. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, d'avoir cette intuition de vouloir les régler assez tôt, même si c'est un cheminement tout au long de la vie. Je pense quand même que j'ai hérité d'une certaine sensibilité. Ma maman est fort porteuse de ça. Et mon papa, l'air de rien, parce qu'il a l'air comme ça très insouciant, comme je le disais, le fait qu'il soit si connecté au vivant, je pense que ça dénote d'une sensibilité quelque part aussi. Et donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça qui m'a amenée à la psycho, avec l'envie de comprendre l'humain, de m'en rapprocher au maximum et de baigner dans l'accompagnement de l'humain. Quelle a été l'évolution de la psychologie et de son enseignement ces dernières années? Il y a quand même de forts changements. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais par exemple, j'ai vu des articles où on remettait en cause les enseignements de Freud, par exemple. Enfin, il y a quand même beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses, les neurosciences qui prennent beaucoup plus de place. C'est quoi l'évolution? Expliquez-moi ça. Alors, je pense que ça dépend un petit peu des universités, justement, mais effectivement, la psychanalyse a eu tendance, la dernière décennie au moins, peut-être même plus, à ne plus avoir le monopole, on va dire. En tout cas, chez nous, en Belgique francophone.
Et donc, ça a laissé place à des courants différents et complémentaires que je trouve passionnants, comme la systémique ou l'approche plus humaniste, centrée sur l'expérience de l'humain et pas seulement sur son expérience inconsciente. Donc, je pense que ça a laissé beaucoup de place à de la diversité que je trouve absolument fondamentale. Il y a parfois certains puristes qui ont tendance à revenir en arrière. Je trouve ça un peu dommageable. Et alors, effectivement, on a tout le courant lié à la neuropsychologie qui se développe très fort, notamment dans le champ de l'apprentissage et de la pédagogie. Alors, moi, je pense que ça peut vraiment être un outil qui peut aider, je pense notamment à certains enfants. Alors, attention quand même à ne pas réduire l'humain à sa fonction cognitive. Il faut toujours rappeler que le développement affectif et le développement cognitif, c'est intimement lié. Et donc, voilà, parfois, je m'inquiète un peu du fait qu'on plonge sur les neuropsies. Et comme tout le monde, ils doivent s'articuler avec d'autres approches, quoi. Ah oui, d'accord. Alors, il y a des mots, pas vous, évidemment, parce que vous êtes une spécialiste, mais que nous employons sans trop savoir ce qu'ils représentent. La psychanalyse, c'est quoi, en fait ? Alors, je ne suis pas une spécialiste parce que je ne me suis pas pleinement orientée dans cette voie, mais la psychanalyse, c'est vraiment la branche de la psychologie qui va s'intéresser à nos processus inconscients, à comment on s'est construit à travers nos histoires depuis notre plus jeune âge, comment on s'est construit inconsciemment avec toute une série de mécanismes de défense qu'on a pu mettre en place face à l'incertitude dans laquelle on baigne parce qu'on ne contrôle pas tout et face au trauma qu'on a pu vivre. Et donc la psychanalyse en thérapie, ça va vraiment de pouvoir aller retrouver le fil de cette construction inconsciente pour la mettre à jour et pour trouver des voies réparatrices et apaisantes par ce biais-là. La systémique, c'est la carte de géographie où je suis et ce qu'est mon environnement. Alors, oui, il y a effectivement le côté carte, mais il y a surtout le côté comment tout ça est dynamique et s'agence. Comment mes relations s'agencent. Je suis un élément, je fais partie de différents systèmes. On ne va pas uniquement se centrer sur moi en tant qu'individu avec sa part inconsciente, mais comment je m'organise avec les autres, que ce soit dans mon univers professionnel, familial, et comment tout ça interagit. Quels sont les dysfonctionnements et comment on peut améliorer toutes ces dynamiques. D'accord. Alors, on va arriver justement à la permaculture, plus humaine. Alors, si on partait de la permaculture d'abord, oui. Parlez-moi de la permaculture. Alors la permaculture, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas une technique potagère, parce que c'est quand même souvent la représentation que beaucoup en ont encore. La permaculture, avant tout, c'est de la systémique, justement. Donc c'est une approche des systèmes et des écosystèmes, parce que, à la différence de la systémique en psychologie, la permaculture va toujours intégrer dans son raisonnement et dans ses observations le vivant qui l'entoure. Et alors, ce qu'elle ajoute peut-être aussi par rapport à la systémique, c'est que la permaculture va regarder le présent, mais va toujours avoir un regard sur l'avenir, sur un avenir qu'on veut durable et résilient. Donc, elle intègre cette composante du futur dans sa réflexion. Alors, la permaculture, comme cité les deux pères fondateurs, donc on a David Holmgren et Bill Mollison, qui ont vraiment lancé ce courant. Ils n'ont rien inventé, en fait. Ils se sont d'ailleurs beaucoup appuyés et inspirés de sociétés beaucoup plus ancestrales et traditionnelles qui ont découvert beaucoup de choses bien avant nous, avec beaucoup de sagesse. Et la permaculture, elle s'appuie d'abord sur... c'est d'abord une philosophie qui s'appuie sur 3 piliers très simples, mais absolument fondamentaux. Les 3 piliers, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'être humain, produire et partager. Donc, tout projet qui se veut permacole va s'appuyer sur ces 3 principes et tiendra toujours compte de ces 3 grandes directions. Et alors, en plus de ça, la permaculture a développé ce qu'on appelle un outil de design qui permet de préparer et de lancer des projets, quels qu'ils soient, à travers des techniques qui sont inspirées de l'observation du vivant. Donc, dans le développement de projets, on va copier la nature, puisqu'elle fait des projets depuis des millions et des milliards d'années qui sont résilients, qui s'autorégulent, etc. Et donc, c'est s'inspirer d'une série de principes qu'on a tirés du vivant, de l'organisation du vivant, pour les appliquer à nos projets, peu importe le domaine, et du coup, pour espérer les rendre équilibrés, résilients et interactifs.
Alors, je vais peut-être poser des questions stupides, mais tant pis, je n'ai pas peur. On est donc sur le végétal. Est-ce que la faune intervient dans la permaculture? Ah oui, en fait, on n'est pas sur le végétal, on est voilà. sur le vivant. Sur le vivant au sens large. Donc le vivant, c'est nous, ce sont évidemment les animaux, c'est évidemment la sphère végétale, ce sont aussi les éléments, ce sont les champignons, tout ce qui intervient, que ce soit au niveau chimique, biochimique, au niveau macro, tout ce qui est vivant, qui naît, qui meurt, qui évolue. On est sur ce focus-là en permaculture. Donc un potager qui fonctionne en permaculture, c'est un lieu où on a vraiment pensé et observé et appris de la nature toutes les connexions qu'il y a entre les différents êtres vivants, que ce soit des végétaux et des animaux. C'est ça? Et l'être humain en l'occurrence, parce que potager, par exemple, ça veut bien dire que l'être humain intervient. Et donc effectivement, un potager sans animaux, ça n'existe pas, par exemple, c'est impossible. Un potager sans être humain non plus. Alors ça peut être des cultures sauvages, ça c'est possible. Mais quand on parle de potager, là on a vraiment les trois espèces en l'occurrence. Alors justement, l'être humain a un autre rôle, une autre place à occuper dans ce type de culture. C'est plus un prédateur, ce n'est plus une espèce invasive. Il fait quoi alors? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire de différent? Alors, et là, on commence à toucher à la permaculture humaine, justement. Okay. Donc, c'est justement comment l'humain va se positionner dans le champ de la permaculture. On a cru, je pense, qu'on pouvait agir différemment du reste du vivant. On a cru qu'on pouvait, notamment avec l'industrialisation, épuiser les ressources, produire pour surconsommer sans se soucier des conséquences de toutes nos actions et de tous nos modes de vie. Alors là, je pense qu'on est vraiment sur une erreur fondamentale dont on commence, ici en tout cas aujourd'hui dans nos pays, à goûter aux conséquences désastreuses. C'est que le début, je pense. Donc on doit maintenant réapprendre qu'en fait, on doit nous aussi fonctionner comme les autres êtres vivants. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit revenir à un état, que sais-je, primitif ou totalement sauvage, mais ça veut dire que nous aussi, on doit réapprendre avec beaucoup plus d'humilité comment la nature fonctionne, comment elle crée de la résilience et comment elle crée des équilibres. Et en cas de déséquilibre, comment elle réajuste les choses. Nous, on doit simplement imiter. On est beaucoup plus jeunes que le reste de la nature. Le monde végétal était là avant nous, le monde animal aussi. Donc on a beaucoup à apprendre. Alors on fait parfois l'erreur de se dire oui, mais on est peut-être d'une intelligence supérieure, je ne crois pas. Alors on a des capacités d'ingéniosité assez notables, quoiqu'on n'est pas les seuls sur la planète. Mais l'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, c'est pouvoir observer avec nos yeux, avec la science, mais aussi avec nos sensations et avec notre cœur, pour pouvoir s'adapter et être dans quelque chose qui va pouvoir perdurer. Pour moi, c'est ça l'intelligence, c'est celle qui va dans le sens de la vie. Et donc, c'est pas une ingéniosité qui ne se soucie que de l'instant présent et certainement pas des conséquences futures. Alors, apprendre de la nature, néanmoins, la nature, elle est aussi extrêmement brutale. Elle a des règles. Si on la laisse tout faire, à un moment donné, c'est la loi du plus fort. C'est très dur, la nature. Alors, on ne peut pas tempérer ça. Alors, la nature n'est pas toujours douce et la permaculture n'est pas toujours dans une logique de douceur et d'effacer les difficultés. Mais la nature, si on dézoome un petit peu, crée des équilibres. Et c'est surtout ça qu'il faut aller rechercher. Alors, on a aussi cette idée que la nature, c'est la loi du plus fort. Mais en fait, on connaît très peu et très mal le nombre de types de relations qui existent dans la nature. Alors, je ne suis pas spécialiste, il y en a dans la permaculture qui se sont justement spécialisés dans l'observation des relations. Nous, on connaît surtout la loi du plus fort, comme on l'interprète avec notre regard d'humain. En fait, il y a surtout énormément de collaboration dans la nature, entre divers animaux, entre les végétaux et les animaux. Tous les êtres vivants, excepté nous, malheureusement bien souvent, se rendent ce qu'on appelle des écoservices. C'est-à-dire que tous les êtres vivants vont bénéficier de ce que produit ou de ce que crée comme service, je prends un exemple, le transport, d'un autre être vivant. Et chaque être vivant va lui-même produire des biens ou des services que les autres vont pouvoir utiliser. Donc là, dans la nature, il y a énormément de collaboration, bien plus que de domination pure et dure. L'être humain fait partie de la nature ou il en est extrait? Alors, il a cru qu'il en était extrait. Oui. Il a cru qu'il pouvait s'en extraire. Ce qui est une aberration parce qu'à partir du moment où on s'en extrait, c'est qu'on accélère notre cheminement vers la mort. Parce que la nature, c'est la vie. Ça veut dire alors que finalement,
tous les dérapages, tous les excès, tous les errements de notre société aujourd'hui, ça fait partie aussi de la nature? Non, ça fait partie de comment nous, on s'est extrait de la nature et comment on a voulu imposer d'autres lois qui ne sont pas naturelles. Alors, la nature va reprendre le dessus parce qu'elle est beaucoup plus puissante, parce qu'elle est beaucoup plus expérimentée, parce qu'elle est beaucoup plus vaste que juste nous, les êtres humains. Et donc, elle va récupérer un petit peu tous les dérèglements qu'on a amenés par nos modes de vie et elle est occupée d'ailleurs à réguler tout ça et à remettre un peu de l'ordre dans tous ces processus. Alors, soit on suit le mouvement, on observe, on accompagne, on encourage et on espère gagner en résilience de cette manière-là, soit on lutte, on résiste et on tient bon, on va perdre. C'est sûr que ces fonctionnements qui sont plus du monde d'aujourd'hui et certainement pas du monde de demain ne vont pas gagner face à la puissance de la nature qu'on peut observer à tout moment d'ailleurs. Alors, je voudrais qu'on parle des arbres. J'entendais à la télé hier une saillie d'humour de Camilla par rapport au roi Charles. Et elle disait, on dit que le roi Charles parle aux arbres, et elle disait, et le pire, c'est qu'ils lui répondent. Ça, c'est de l'humour. La connaissance des arbres qu'on a aujourd'hui a considérablement évolué, et on s'aperçoit effectivement que... alors, malheureusement, certains les prenaient simplement comme des objets, oui, vivants, mais des objets. Et on s'aperçoit que les arbres ont des connexions, on dit même qu'ils ont une forme d'intelligence. Notre connaissance, justement, de la nature évolue à grands pas, non, aujourd'hui? Oui, certainement. Et je pense que de plus en plus de scientifiques sont en train de se mettre dans une position justement d'humilité, comme j'en parlais, en se disant mais quelle richesse et quelle mine d'informations. Quand on analyse le fonctionnement de 3 mètres cubes de sol en forêt, alors de nouveau, moi, ce n'est pas mon terrain de prédilection, mais il y a une mine d'or d'informations à aller analyser, mais surtout à comprendre les relations qui s'opèrent dans cette simple terre, avec les racines, les mycorhizes, les insectes et comment tout ça s'agence. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de la compréhension de ces systèmes-là et qu'il est plus que temps que tous ces enseignements qui sont encore un peu marginaux dans notre société, puissent petit à petit intégrer toutes les couches de la société et surtout la pédagogie auprès des enfants, qui puissent apprendre à observer la nature, à la comprendre et s'en inspirer. Alors, vous avez choisi comme thème suivant des photos, thème vivre en cohérence. Ça me plaît beaucoup, parce qu'on peut avoir des idéologies différentes, une vision du monde différente, mais ce qui me paraît toujours très important, c'est que chacun soit en cohérence par rapport à sa propre vision. C'est la moindre des choses, mais pour certains, ce n'est pas forcément le cas. C'est quoi pour vous vivre en cohérence? Alors déjà, pour moi, vivre en cohérence, c'est un cheminement. C'est jamais un aboutissement tant qu'on est ici sur Terre, c'est une évolution constante. Donc ça part d'une vision qu'on se donne. Alors pour ma part, et je pense que pour beaucoup, et certainement pour tous ceux qui partagent les principes de PERMA, ben ça va être la vision d'un monde plus résilient, plus durable et plus juste pour le reste du vivant et entre nous évidemment aussi. Alors cette vision, pour y parvenir, il faut qu'on unisse au maximum nos forces. Alors moi, je peux surtout d'abord agir sur la mienne et créer des connexions avec ceux qui m'entourent. Et donc agir avec ma force, c'est me dire, OK, et moi, de là où je suis, quels sont les premiers pas que j'ai envie d'entamer pour aller vers ce nouveau paradigme, ces nouveaux modes de vie, c'est ce qu'on appelle la transition sociétale, écologique, humaine, socio-économique. Et donc c'est vrai que moi personnellement dans ma vie, je me suis attelée et je vais continuer à aménager les différentes sphères de mon quotidien pour aller vers des actions et des projets toujours plus éco-responsables. Alors, je pense qu'il faut être super vigilant avec ça. Parce que j'ai une amie qui me disait récemment, je fais partie d'un groupe d'amis, on se connaît depuis longtemps, on est sur des trajectoires assez différentes. Et il y en a une qui me disait, parfois je rêve de développer le zéro déchet dans mon quotidien, voire même un jour de donner des ateliers, pourquoi pas. Mais bon, il y a beaucoup à critiquer dans ma vie sur le plan écologique, donc je ne vois pas trop qui je suis pour parler de ça. Et bien là est une erreur. C'est que le risque, c'est qu'on se dise, je ne suis pas parfaite, ma vie n'est pas parfaite, on peut me critiquer, on peut pointer de l'incohérence, et donc je suis un peu dans l'immobilisme et je ne fais rien parce que qui je suis pour. Faut
agissez là où le cœur vous appelle, où vous avez envie d'aller agir. Et chacun aura sa porte d'entrée et c'est OK. Justement, c'est en combinant toutes nos envies, tous nos élans et tous nos savoir-faire que les choses bougent. Parce que c'est aussi comme ça qu'on s'inspire les uns les autres. Évidemment que tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire aussi à un moment donné et je me suis dit, ah, mais c'est génial en fait. Et donc vraiment sortir de cette logique de comparaison et de jugement pour être beaucoup plus dans une écoute de ce qui émerge, pour oser faire des petits pas. C'est un cercle vertueux qui s'enclenche et puis s'inspirer les uns des autres. Sauf qu'aujourd'hui, il y a urgence. Les petits pas ne suffiront pas. Alors, urgence, ça veut dire que c'est maintenant, ça ne sert à rien d'être dans l'attente. Maintenant, le risque avec urgence, c'est de se dire « Oh mon Dieu, il faut agir vite, vite, vite » et dans la précipitation. Bon, les dégâts qu'on a faits à nos écosystèmes et à la planète, ça fait un moment qu'ils sont enclenchés. Les conséquences, même si on n'était plus du tout dans la pollution et on était totalement dans une préservation de l'environnement, les conséquences vont quand même se déployer dans les décennies à venir. Donc, urgence, oui et non. Ne restons pas dans l'immobilisme. Commençons maintenant là où on est chacun, mais ne cédons pas non plus à la panique. L'idée, c'est plutôt d'être dans quelque chose d'ancré et de serein. Et là, c'est quand même chacun son rythme. Et une fois qu'on fait un premier pas, ben, le deuxième est plus facile, et le troisième aussi. Et après, on ne peut plus s'en passer. Donc, la notion d'urgence, oui, mais en même temps, j'ai envie de la tempérer en disant ancrons les choses. Et écoutons-nous plutôt que de foncer de manière frénétique et peut-être de faire des choses qui ne seront pas tenables du coup. D'accord, d'accord. Apprendre à s'écouter. Oui. On fait comment pour apprendre à s'écouter? J'ai écouté les autres, c'est pas facile. Je pense qu'on écoute mieux les autres quand on arrive à s'écouter déjà. Oui, c'est très juste. Alors, pour ma part, c'est vrai que sur les photos, on l'a un peu évoqué avec la psychanalyse. Moi, apprendre à m'écouter, ça passe par un cheminement intérieur qui est un petit peu de regarder en arrière, c'est un petit peu cette photo-là, et qui est de regarder un peu les blessures, on en a tous, de notre enfance par exemple, pour aller les apprivoiser, les soigner, plein de manières de les soigner, chacun sa piste. Et je pense que c'est important parce que quand on va à la rencontre comme ça de soi, de qui on est avec ses fragilités et ses failles, c'est seulement là qu'on peut commencer à rencontrer l'autre vraiment là où il est avec ses fragilités et ses failles. Donc ça, je pense que la première chose à écouter, c'est de regarder un petit peu, écouter l'enfant qu'on était et qu'on a encore à l'intérieur de nous. Maintenant, s'écouter, pour moi, ça prend d'autres formes. J'ai toujours été une enfant très scolaire, à l'école, à la maison, jamais rien à me dire au niveau comportement. Dans ma première partie de carrière, j'ai travaillé 10 ans en centre PMS. C'est un très beau métier, mais en fait, j'ai aussi un peu suivi. Mes deux parents étaient enseignants. Les centres PMS, c'est l'enseignement aussi. Donc, un peu sur une voie où je ne me connaissais pas encore suffisamment. Et donc s'écouter, c'est aussi aller à l'écoute de cette petite voix qu'on a chacun à l'intérieur de nous et qui sait fondamentalement ce qui est bon pour nous. Alors, à ce sujet, j'ai vraiment envie de mentionner ma marraine qu'on voit sur la photo là-bas, qui s'appelle Chantal Hardy. C'est une artiste, c'est aussi une citoyenne engagée et une écolo aussi, qui est une femme avec beaucoup de caractère et qui m'inspire beaucoup encore aujourd'hui dans l'écoute de cette petite voix et dans le fait que parfois, il faut parvenir à faire le vide pour aller se connecter à cette unique personne qui sait ce qu'on doit faire et c'est nous-mêmes. C'est une artiste formidable et qui a beaucoup d'humour en plus. Oui. Alors, cheminer, c'est l'autre thème, le thème qui vient après. C'est quoi cheminer? Donc, justement, cheminer, on en parlait un petit peu avec le fait que c'est important d'avoir une vision du monde dont on rêve. Et puis après, c'est regarder où on est aujourd'hui. Alors, où on est dans notre propre vie, avec tout ce qu'on fait peut-être pas de perma, et partir de là sans rentrer dans un système de culpabilisation, mais plutôt d'accueil. OK. Pourquoi est-ce que j'ai tel comportement d'achat ou de consommation? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quel besoin ça vient nourrir? Déjà de pouvoir reconnaître le besoin qui est là en dessous. Et ça, c'est un travail quotidien. À partir du moment où on accueille ce besoin, de commencer là à utiliser vraiment notre cerveau, de se dire comment est-ce qu'on peut nourrir ce besoin autrement, peut-être en revenant à des choses plus essentielles et plus nourrissantes que l'acte compulsif qu'on a l'habitude de mettre en place. C'est un petit peu ce qu'évoque Pierre Rabhi quand il parle de sobriété heureuse. Hein. L'idée n'est pas de rentrer dans des systèmes où on se prive et où on est en apnée parce que nos besoins, on ne les nourrit plus, mais plutôt d'aller les renourrir avec des choses vraiment fondamentales et essentielles qui nous amènent beaucoup plus loin.
Donc ça, c'est une manière de cheminer. Et puis, cheminer en collectif aussi. Se dire que c'est chacun sur sa route. Et ça n'empêche qu'on a besoin de tous les niveaux. Il y a le niveau individuel dont on parle beaucoup ici, mais il y a aussi les niveaux communautaires, il y a évidemment les niveaux politiques et mondiaux. On a besoin de tous, parce que parfois le débat, c'est l'individuel, ça ne sert à rien, il faut des décisions politiques. Non, on ne peut pas attendre des politiques que... On a besoin de tout. On n'est pas à un stade où on peut se priver de quelque énergie qu'elle soit. Donc, utilisons chacun la nôtre, déjà, celle sur laquelle on a du pouvoir, et espérons que les autres fassent de même à des niveaux peut-être plus macro aussi. Alors, la permaculture humaine, ce concept est né comment? Alors, et c'est quoi ce concept? Oui, la permaculture humaine, donc c'est pas moi qui l'ai développé, hein, c'est Bernard Alonso, le fondateur. Donc c'est la permaculture et donc tout ce qu'on en a dit précédemment, donc ses principes, sa philosophie, son outil de design, mais appliqué à la vie humaine. Et donc partout où l'humain intervient, mène des projets, on peut les lire, on peut les mettre en place à travers cette grille de lecture de la permaculture. Et peut-être quelques grands points que j'ai envie de noter. Au niveau individuel, la permaculture humaine va déjà inviter à se reconnecter chacun personnellement au vivant. Quelle est la place du vivant, du reste du vivant non humain dans ma vie? Comment je m'y connecte? Quelle place est-ce que j'estime avoir dans cette toile du vivant? Quelle place est-ce que j'ai envie de retrouver? Donc d'aller questionner notre lien au vivant, ça c'est une première chose qu'on peut faire. Et alors, un pas plus loin, c'est, dans le jargon perma, on dit trouver sa niche écologique. Alors, on est chacun différent, on a chacun notre personnalité, nos compétences, notre fibre. Et donc, la perma humaine a un petit peu développé des catégories dans lesquelles on peut se retrouver de manière assez dynamique, des profils qui nous permettent de définir notre niche écologique et donc qui nous permettent aussi de tirer notre fil conducteur sur OK, comment moi, avec qui je vais pouvoir agir pour un monde de demain, dans un monde en transition? Quelle est la pierre que moi je peux apporter? On n'est pas tous obligés de devenir maraîcher bio, par exemple. On n'a pas tous cette fibre-là. Et donc, c'est ça, de trouver sa niche écologique. Et donc, la permaculture humaine, c'est aussi une invitation et des techniques pour y arriver. Quelles sont ces techniques pour avoir une idée à titre exemplatif? Alors, je vais vous parler plutôt de mon approche. Donc, Bernard Alonso, lui, il a développé déjà un test, une première accroche qui permet de trouver chacun sa niche. Alors, je pense, parce que moi, je suis très fan de l'interdisciplinarité, tout ce qui touche à l'orientation, tout le domaine de l'orientation professionnelle, scolaire, de vie, parce qu'on peut un peu élargir le propos. Hein. Il n'y a pas que dans notre boulot, mais aussi dans nos projets de vie et la cohérence qu'on veut y trouver avec notre boulot. Tout le domaine de l'orientation nous outille et nous permet d'apprendre à nous connaître. Il y a maintenant un mouvement qui s'appelle l'éco-orientation, qui permet justement d'utiliser toutes ces bases de l'orientation avec cette coloration transition, en se disant, OK, moi je veux m'orienter pour être dans quelque chose qui me correspond, mais qui fait sens aussi dans l'état actuel des choses. D'accord. C'est un long cheminement, ça prend du temps. Alors, de toute façon, s'orienter, c'est un cheminement. Et les projets, c'est pour toute la vie. Voilà. Maintenant, on est quand même à une étape particulière où on voit qu'une série de jeunes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans sont déjà profondément dans cette réflexion et dans ce regard critique sur ce qu'on leur propose de traditionnel. Et donc là, il y a une vraie force vitale qui est en train de naître et qu'il faut arroser parce que on sait que la jeunesse, c'est la fougue et c'est une énergie qui peut jaillir. Et donc, c'est une énergie qu'il faut utiliser pour la transition. Donc, on n'est pas obligé nécessairement d'attendre la crise de la quarantaine pour se poser ces questions de sens et d'être dans des processus de déconstruction très longs. Pas toujours. C'est ça. Déconstruction. Mais oui, parce que je pense qu'on vient d'un monde très formaté, que ce soit dans notre rapport au vivant, qu'on a complètement occulté, en fait. On est rentré dans une espèce de déni de la réalité, comme si on pouvait vivre et survivre sans rentrer dans un équilibre avec les ressources qui nous entourent. Et donc, il y a vraiment tout un travail de déconstruction pour aller voir, en fait, à quel point, si on prend l'exemple de l'énergie, à quel point l'énergie est omniprésente autour de nous et à quel point, si on coupe le robinet à ce niveau-là,
tout s'arrête en fait. Et où est la résilience là-dedans? Alors, il y a plein de solutions, il y a plein de pistes à creuser, mais il faut d'abord oser regarder les choses. Et alors ça, c'est une étape qui n'est pas facile, qui peut être très anxiogène et qui peut amener aussi beaucoup de tristesse. Je pense que tout le monde le ressent à l'heure actuelle avec la crise énergétique qui est en train de prendre de l'ampleur. Et pourtant, c'est nécessaire. À chaque fois que j'entends une sécheresse un peu plus longue que d'habitude, que j'entends un nouveau feu de forêt beaucoup plus proche que chez nous de d'habitude, j'ai ces sentiments d'anxiété, de tristesse qui apparaissent, de qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et mince, on ne peut plus revenir en arrière. Et il faut accepter de traverser ces sentiments-là à chaque fois qu'ils se présentent, les accueillir même si c'est douloureux. Parce que c'est seulement en faisant à chaque fois ce petit travail de deuil qu'on peut se dire, OK, on en est là, et maintenant on va où? Et par quel bout j'ai envie de prendre les choses pour avancer? Mais ce petit travail de deuil qui est à refaire régulièrement, ben, il n'est pas facile. Et c'est souvent plus facile de rentrer dans « mais non, il a toujours fait chaud en été ». C'est tellement plus facile de partir là-dedans. Oui. Voilà. Et donc la déconstruction, c'est aussi accepter de regarder les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on a tendance à se les imaginer pour se rassurer. Alors, vous avez développé votre vision du monde que vous avez partagée avec nous. Une vision du monde, ça se synthétise dans des projets. C'est quoi vos projets en fait? Oui. Donc justement, on parlait de niche écologique. Moi, je pense avoir bien identifié la mienne et parmi les facettes de ma niche écologique, il y a vraiment un versant communicatif. Donc la communication, c'est un projet que je nourris, que j'aimerais ne pas nourrir seule. Donc actuellement, je suis justement en train de chercher des partenaires qui partagent un peu cette même philosophie et j'aimerais organiser avec des partenaires des formations, des séminaires, des animations, des sensibilisations à la perma humaine, à l'intelligence collective. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un volet du coup plus communautaire de la perma humaine, à la communication non violente qui va être, je pense, de plus en plus nécessaire dans un monde où on va connaître des pénuries et donc des tensions. Donc ça, c'est un volet que je m'attelle aujourd'hui à essayer de déployer. Et à côté de ça, j'ai ouvert une consultation là, en individuel, en éco-orientation. Donc pour toute personne, adolescent, adulte, qui est en recherche de sens, qui a besoin de se reconnecter justement à une fibre qu'il estime être porteuse pour le monde de demain et qui a peut-être besoin de temps pour atterrir, pour digérer les questions qui lui arrivent, de pistes pour poursuivre des projets et pour trouver sa place dans le monde de demain. C'est ceux qui voudraient justement approfondir avec vous ce concept de permaculture humaine et ces orientations que vous venez de décrire. Ils peuvent vous contacter où en fait? C'est pas dans la région en fait. Hein? Alors non, c'est donc moi j'ai la chance de pouvoir accueillir les personnes en individuel dans un lieu qui s'appelle Sous les Tilleuls, qui est un endroit justement de formation, notamment de permaculture et d'éco-psychologie aussi, qui est tenu par, j'ai envie de la citer parce qu'elle a été une personne, et elle est encore une personne référente pour moi en perma, qui est Muriel Emsens. Et donc dans ce lieu, je peux, dans le jardin, fabuleux jardin ou dans la bâtisse, accueillir les personnes. C'est du côté de la Hulpe, c'est pas très loin de la gare de la Hulpe. Et donc là, on peut aller sur le site de Sous les Tilleuls, sous-les-tilleuls.be et vous trouverez mon profil et mes coordonnées. Ou sinon, de manière plus simple, sur LinkedIn, vous trouverez aussi mon profil. Et donc, appel est lancé à d'éventuelles collaborations. Si dans notre région, il y a des acteurs qui se sentent portés par votre message, ils peuvent vous contacter aussi. Alors, ah oui, il y a le livre aussi. Parce que, imaginons que vous soyez sur une île déserte. Donc moi, ça, c'est un bel endroit pour faire de la permaculture. Peut-être pas déserte, mais une île, pourquoi pas. Donc j'ai pris une BD en fait, que j'ai reçue en cadeau par quelqu'un qui ne connaît pas Liège. C'est une BD éditée en France, mais on reconnaît très bien les escaliers de Buren. Donc j'ai pris ça comme un clin d'œil de l'univers à mes origines. C'est une BD que je ne connaissais pas et qui s'appelait Permacomics. Donc, très facile à lire, évidemment, puisque c'est une BD. C'est hyper agréable. Si vous voulez découvrir la perma, il n'y a rien de mieux. La perma sous toutes ses facettes, la perma humaine, la perma potagère, la perma au niveau de
l'architecture, au niveau nourriture, dans tous les domaines, on comprend vraiment les principes fondamentaux et toutes les applications à travers l'histoire d'un couple qui se pose des questions de sens. C'est hyper pédagogique, c'est bourré d'espoir et de vie, mais ça pose des vraies questions. Donc je le recommande vraiment. C'est de Guizou et Cécile Barnéou. Alors Guizou, je ne connais pas le nom, c'est la contraction du nom de 2 scénaristes, mais ils n'ont pas mis leur nom complet dans la BD. Et ça se passe à Liège? Alors non, ça ne se passe pas à Liège. Et donc, je ne sais pas quel est leur lien avec les escaliers de Buren. Ça, j'en sais rien. Ça se passe plutôt en France, je pense. Mais voilà, c'est vraiment très parlant pour... Et il nous montre un monde où la permaculture serait plus d'application. C'est pas une fiction, justement. Ah, ok. Ça parle d'aujourd'hui, ça. Okay. Ça parle de ce que plein de gens vivent à l'heure actuelle, de leur point de départ, de leur début de cheminement, des embûches qu'ils rencontrent, des espoirs qui les portent. Et puis des projets qui se mettent en place et qui fleurissent, et puis to be continued. Pour terminer, une personnalité vivante ou décédée qui vous inspire, qui est pour vous un exemple justement par rapport à vos valeurs, ce serait qui? J'ai cité quelques personnes qui me guident encore aujourd'hui, et je n'ai pas envie de rentrer dans l'idéalisation d'un profil. Moi, je préfère mettre en avant le plaisir que j'ai depuis que je me suis reconnectée à cette fibre vivante de ne cesser de faire des rencontres enrichissantes. Vraiment, je me rends compte qu'on est de moins en moins une minorité à se poser ces questions de sens et à vouloir agir. C'est très, très beau à voir, c'est très énergisant. Et chacun, et c'est ça, je voudrais vraiment que le message passe, c'est qu'on a chacun notre contribution à apporter personnelle. Alors peut-être pas dans tous les domaines, peut-être pas à tous les niveaux, mais c'est en créant du lien et en nous unissant et en voyant comment on se complète, comme la nature le fait très bien, qu'on va avancer. À ce titre, j'avais mis notamment le logo du réseau Transition, qui est un site internet qui permet de tisser des liens entre tous les acteurs professionnels ou pas de la transition, que ce soit dans des projets concrets ou la transition intérieure, pour nous reconnecter justement à toutes ces questions de sens. Donc moi, j'ai plutôt envie de mettre en lumière les liens qu'une seule personne. Et cette philosophie sur la transition, ces interrogations, cette réflexion, elle est nourrie dans notre région aussi, notamment par le RATAF. Hein. Il y a vraiment une volonté dans notre région aussi d'évoluer par rapport à une société qui était figée, qui cherche aujourd'hui de nouvelles ouvertures. Et en fait, je me rends compte que maintenant, toutes les régions sont en train de s'animer, et que ce soit dans des villages, au sein de quartiers ou au niveau de villes, c'est très, très beau à voir. Et on peut avoir qu'envie de commencer aussi, ou de poursuivre son cheminement là-dedans. Il y a moyen de s'accrocher à plein d'endroits. On est loin d'être seul. Et donc voilà, j'ai envie de faire partie de ce grand mouvement aussi. Dernière question. Ces projets que vous développez du côté de la Hulpe, un jour, ils pourraient avoir une existence dans d'autres régions aussi? Alors, au niveau formation, transmission, certainement. Au niveau consultation, je ne sais pas. Et en fait, un grand principe en perma, c'est qu'on fait un design de projet, on a un rêve, on concrétise, on le filtre à travers tous ces principes perma, puis on plante les graines et on attend de voir ce qui pousse. Okay. Donc, je veux aussi rester dans cette flexibilité de voir ce que la vie et le vivant vont me réserver, et de pouvoir en tenir compte et m'y adapter. Je n'ai pas un plan de carrière sur 20 ans arrêté. Voilà. J'espère que l'album sera justement une terre fertile et contribuera justement à votre évolution. Merci à vous, Merci en tout cas aussi. Pour ce partage. Merci beaucoup. Et puis nous, eh bien, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine. C'est lundi, c'est à 20h30 sur Vedia, et toutes nos émissions, c'est évidemment sur vedia.be. Bonne soirée à toutes et à tous, à très bientôt.